Quand on fait face à un désaccord ou à une insatisfaction, voire même une frustration vis-à-vis de quelqu'un, il y a grosso modo 3 types de réactions qui peuvent se présenter. Un, on se sent coupable. On se dit qu'on est sûrement trop exigeant, que c'est sûrement nous qui est dans le tort finalement, puis que, au final, on a contribué au problème en grande partie. 2, on ressasse à quel point cette personne-là a un comportement qui est inacceptable, puis on en profite pour se rappeler toutes les opinions qu'elle a qui n'ont pas de bon sens. Non, mais tu sais. Et 3, on essaie de comprendre la position de l'autre. On se questionne sur notre juste part de responsabilité dans la situation, puis on se demande quel pourrait être un compromis satisfaisant pour tout le monde. Bon, présenté comme ça, c'est sûr que la troisième option a l'air d'être la plus logique. On tend vers plus de collaboration, plus de compréhension mutuelle. Puis effectivement, c'est celle-là qui risque le plus d'amener une issue positive globalement. Et pourtant, il y a un paquet de monde qui adopte une des 2 premières réactions. Pourquoi, me direz-vous? Et surtout, comment on fait pour tendre vers la troisième posture? Je vais essayer de vous démystifier tout ça. Premièrement, si vous avez une forte tendance à prendre le blâme entier d'une situation, il y a des bonnes chances que vous ayez une agréabilité élevée. L'agréabilité, c'est un des 5 traits de personnalité du Big Five, qui est une théorie hyper solide là, en psychologie de la personnalité. Puis ce trait-là, ça indique que vous aimez pas beaucoup les conflits, que vous vous souciez beaucoup des autres, que vous voulez qu'ils soient bien en tout temps, puis qu'ils vous aiment. C'est probable aussi que vous ayez un retrait élevé. Le retrait, c'est un sous-trait du neuroticisme, encore de la même théorie de la personnalité. Le neuroticisme, c'est le trait qui est relié aux émotions négatives. Donc le retrait est corrélé au fait d'être plus anxieux, d'être plus conscient de soi-même, puis ça vient souvent avec le fait de se taper sa tête. Et c'est ici que plusieurs se reconnaissent. Puis c'est possible encore que vous ayez un style d'attachement qui soit plus insécure. En bref, vous avez probablement tendance à douter de vous un petit peu trop, à avoir peur de ne pas être assez ou d'être rejeté. Okay? Et donc là, votre cerveau, il tombe automatiquement dans le scénario catastrophe de « c'est de ma faute », puis il vous fait glisser vers la dévalorisation puis la culpabilité. En fait, il essaie de vous faire prendre plus de responsabilités que vous devriez, là, pensant que ça va vous faire, en quelque sorte, gagner des points, comme pour corriger vos fautes, augmenter votre valeur puis diminuer les risques de rejet. Il y a une twist possible, c'est-à-dire l'option où votre cerveau vous force à prendre le blâme, principalement parce que ça minimise en surface, je dirais, votre insatisfaction face à l'autre. Et donc, vous n'avez plus vraiment besoin d'adresser quoi que ce soit qui ne fonctionne pas avec votre interlocuteur. Un beau déni pour éviter un potentiel conflit qui pourrait mener à un potentiel rejet, encore une fois. Dans les 2 cas, les chances sont que votre compréhension de votre rôle dans la situation puis des conséquences potentielles à aborder l'enjeu soit juste distordue au départ. Puis l'affaire, c'est de prendre plus de charge sur ses épaules qu'on devrait le faire, ça améliore pas de façon durable notre perception de nous-mêmes ou la qualité de nos relations. Au contraire, ça consolide l'idée qu'on doit toujours en faire plus, puis plus, puis plus pour éviter d'être rejeté puis pour pas se trouver trop laid. Ce qui devient vraiment épuisant à la longue. Puis évidemment, puisqu'on met jamais de l'avant notre opinion puis nos besoins, on se retrouve plus souvent qu'autrement frustré à long terme, jusqu'à possiblement même en vouloir à l'autre de pas être pris en compte dans la relation, alors que dans les faits, c'est nous qui avons jamais pris parole. Ça vous rappelle-tu des situations, ça? Si au contraire, vous avez tendance à rejeter le blâme facilement sur les autres, c'est possible que, bien que ce ne soit pas toujours relié, que vous ayez une volatilité élevée comme autre sous-trait du neuroticisme, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Ce qui veut dire que vous pouvez potentiellement vous choquer plus rapidement ou être irrité à pas grand-chose. C'est possible aussi que vous n'ayez pas aiguisé votre habileté d'introspection. Donc, que ce ne soit pas naturel pour vous d'observer vos comportements avec un certain recul, puis d'essayer d'en juger objectivement, ou de vous mettre dans la peau des autres, d'essayer de voir la logique derrière leur raisonnement. Et ça peut être votre ego qui essaye de vous protéger. Parce qu'en rejetant la faute sur les autres, ça évite de faire face à ses propres erreurs et de se voir confirmé par la bande qu'on n'est pas assez. Ce qui peut être vraiment douloureux quand on a des attentes élevées envers soi-même, puis qu'on n'a jamais l'impression d'atteindre, by the way, mais qu'on essaye vraiment fort de le camoufler. Parce qu'on a peur que si les gens voient nos faiblesses, qu'on soit rejeté. Encore une fois. Ça non plus, ça aide pas bien notre relation à nous-mêmes ou avec les autres. Si on prend jamais de responsabilité dans les discordes, tôt ou tard, ça éloigne les gens parce que les relations peuvent pas fonctionner à sens unique. Les humains ont besoin d'être vus, entendus, puis vous aussi. Dans le cas où vous adoptez cette posture-là pour cacher votre défectuosité, vous vous privez d'une authenticité vraiment riche dans les relations et de l'évolution qui vient avec l'humilité aussi. Donc, ça nous laisse avec la troisième réaction, celle où on essaie de prendre en compte les perceptions de part et d'autre puis d'en arriver à une entente juste. Mais là, c'est bien beau, là, prendre chacun sa part de responsabilité. Vous allez me dire, mais on fait quoi s'il y en a un des deux qui est réellement plus fautif que l'autre ou qui a tort? On détermine ça comment, le pourcentage d'erreur, dans l'absolu objectif?
Ben, le défi avec ça, c'est que la validité d'une opinion ou les responsabilités, c'est bien rarement tranché au couteau. Puis il n'y a pas grand monde qui a l'autorité morale sur une autre personne pour pouvoir le faire. Surtout pas parmi les deux personnes directement impliquées. La vraie question, selon moi, c'est plutôt, est-ce que de quantifier les fautes, c'est le bon angle à adopter pour résoudre les enjeux humains, pour avoir des interactions satisfaisantes? À mon sens, non. On le fait pour tenter de soulager notre conscience ou d'acquérir un espèce de sentiment de justice, mais au final, on finit pas mal juste par tourner en rond. C'est pas une question de qui a mal ou bien fait, ou qui a raison ou qui a tort. Pour moi, c'est une question de quels sont nos besoins respectifs, comment on peut en tenir compte mutuellement, puis c'est quoi nos objectifs communs, puis quelles actions nous permettraient d'être alignés avec ça à ce moment-là. Au final, les humains veulent surtout se sentir compris, se sentir considérés. Adoptez une posture curieuse, empathique. Ayez un intérêt sincère, je répète, sincère, de comprendre la réalité de l'autre. Exprimez votre point, pas dans le but de gagner, mais dans le but de prendre soin de la relation avec un apport qui est vrai. Puis demandez-vous si les rôles étaient interchangés. Est-ce que votre posture serait toujours aussi cohérente à vos yeux qu'elle l'est en ce moment? Est-ce que celle de l'autre serait toujours aussi inadéquate? Juste pour avoir un regard honnête sur soi et sur la situation. Avec cette posture-là, vous prenez vos responsabilités dans l'échange réellement. Vous avez des meilleures chances d'avoir une issue positive aussi, puis vous fortifiez très certainement vos relations.